BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Arnaud Le Gall. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la nouvelle formule de l'entreprise BFM, organisée en partenariat avec les éco-entrepreneurs. Nouvelle formule désormais diffusée en format radio et télé, le samedi à midi, avec rediffusion le dimanche à 22h et le mardi à 14h. Nouvelle émission sans notre ami Philippe Bloch, mais il revient bientôt. Au sommaire de la première partie, c'est notre tradition, un grand témoin et l'agnac de la semaine. On accueille tout de suite Jean-Sébastien Guillot, le PDG de Salty, qui sera suivi de Mathieu Burin, le CEO de Travaux Libres. BFM Business, l'entreprise BFM. L'invité. Alors avant de l'écouter, quelques repères sur le parcours de notre invité de la semaine. Bonjour Jean-Sébastien Guillot. Bonjour Arnaud, merci de m'accueillir. Bienvenue à vous. Vous êtes donc le dirigeant de Salty. C'est l'une de ces ETI familiales qui font la richesse et la compétitivité de l'économie française dans les régions. Si vous n'êtes pas dans le BTP, chers amis, vous n'avez peut-être pas encore été en contact avec l'entreprise que dirige Jean-Sébastien, mais si vous allez sur les chantiers, vous avez de bonnes chances de voir l'une des machines portant le logo de la société. C'est une entreprise de location de matériel professionnel pour le bâtiment, la construction et donc les travaux publics. Une entreprise familiale, je vous le disais, 72 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, environ 350 salariés, créée en 1950, mais on verra avec Jean-Sébastien que les racines de l'entrepreneuriat dans la famille Guillot remontent à bien plus loin que cela. Jean-Sébastien Guillot en a pris les commandes. Vous incarnez la quatrième génération aux commandes de cette entreprise avec votre frère Jean-Christophe. Salty, c'est le numéro 3 d'un marché hyper concurrentiel sur lequel vos facteurs de différenciation sont à la fois une très large palette de services et puis une culture client qui va également de pair avec un management très tourné vers les salariés. En gros, c'est l'idée que la compétitivité, l'agilité et la qualité sont indissociables pour parvenir à cette exécution sur laquelle il n'y a pas de véritable success story dans les services, et cela s'obtient par l'adhésion et la vision plus que par un management à l'ancienne. On crée de la valeur aussi parce qu'on a des valeurs, et c'est une certaine idée d'entreprise qui est assez fréquente dans cette région du Nord dont vous représentez justement le très fort tissu d'ETI. Donc bienvenue à vous. Merci. Peut-être revenons à la jeunesse de l'entreprise. Salty, je l'évoquais tout à l'heure, naissance en 1950. Comment est-ce que tout cela a démarré ? Alors, au départ, effectivement, c'est encore plus loin. C'était 1892, si je ne dis pas de bêtises. Les racines plus lointaines. Exactement, avec une entreprise plutôt liée au bâtiment, l'entreprise Guillot, qui faisait des piscines, des maternités et des bâtiments. Et puis, ils avaient du matériel en trop à louer. Et naturellement, on a basculé en 1950 vers l'allocation de matériel pur et uniquement l'allocation de matériel. C'était assez pionnier à l'époque, hein, effectivement, le fait de passer sur un système de location. C'était tout à fait nouveau. C'était vraiment le démarrage. Et beaucoup d'entreprises préféraient, un peu à l'allemande, posséder son matériel et n'avaient pas du tout recours à la location. Effectivement, la location, le concept s'est développé bien après, où finalement, ça n'a rien d'avoir tous les produits en même temps. L'intérêt, c'est de louer le bon produit au bon moment, selon ses chantiers. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la quatrième génération de cette entreprise familiale. Qui étaient les fondateurs ? Comment tout cela a-t-il démarré dans votre famille ? Alors c'était sur la partie entreprise Guillot, c'était mon arrière-grand-père, et inversement donc mon grand-père, puis sur l'entreprise Guillot, puis sur l'entreprise Salty, et donc la génération précédente qui était donc mon père, ma tante et mon oncle, et nous sommes aujourd'hui la quatrième génération avec mon frère Jean-Christophe qui dirige avec moi l'entreprise. Alors quelles ont été les premières étapes de la croissance, je dirais, sur les générations précédentes ? Sur la partie Salty, au départ, on était une entreprise vraiment très régionale et très ancrée dans le Nord-Pas-de-Calais, et étape par étape, on est parti sur le plan national, et maintenant ça fait plus de 10 ans qu'on est à Nice et à Marseille, et même si on est très ancré comme une entreprise régionale du Nord, on aime être marseillais à Marseille, nantais à Nantes, et maintenant aujourd'hui on a 35 agences sur l'ensemble du territoire, et on essaye à notre niveau d'ouvrir 3 agences par an. Par exemple, cette année, on a ouvert récemment Clermont-Ferrand début février, et on vient d'ouvrir Bayonne, je crois, tout début avril.
Alors, vous êtes un jeune dirigeant, un jeune quadragénaire. Votre frère est encore plus jeune. Lui, c'est un jeune et sémillant trentenaire. Comment est-ce qu'on se retrouve aux commandes d'une boîte comme celle-ci? Est-ce qu'on se destine toujours, ou est-ce qu'on est destiné par sa famille depuis le départ, en fin de compte, à prendre la suite? Déjà, à la base, c'est bien sûr une chance d'avoir la possibilité d'avoir dans sa famille un tel projet, une telle entreprise. C'est pas venu tout de suite. Comme tous les enfants, on est passé par l'étape pompier, gendarme, pilote d'avion. Mais naturellement, c'est un métier qui est passionnant, un métier qui est vraiment de relations humaines, puisqu'on travaille avec... c'est un métier de conseil finalement, hein, donc il y a beaucoup de relations humaines dans ce métier. C'est un métier qui est non délocalisable, contrairement à l'industrie textile qui a vraiment eu des échappées de l'extérieur. Nous, on a la chance, les chantiers se font en France, donc naturellement, j'ai voulu saisir cette chance dans ce métier qui était passionnant, très attachant, pour lequel on voyait la génération précédente mener avec beaucoup de plaisir cette entreprise. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit nous y allons, on va rentrer dans l'entreprise? Parce que vous avez fait une école de commerce, vous avez commencé à acquérir de premières expériences. Je crois que vous avez fait un VIE à l'international chez Legrand, me suis-je le sais dit. À quel moment est-ce que vous vous dites bon ça, je rejoins l'entreprise familiale? Est-ce qu'on vous y invite? Est-ce que, comme on l'a vu déjà dans d'autres familles business, vos parents ont eu la sagesse d'attendre que vous fassiez, que vous exprimiez en fin de compte votre vocation? Comment est-ce que ça s'est passé très concrètement? Ça s'est fait assez naturellement. Ils ont toujours dit que si on le souhaitait, on pourrait travailler sur le projet. Mais inversement, ils voulaient respecter la volonté chacun des jeunes de faire ou pas dans l'entreprise. Et puis également, dans le même temps, ils nous ont dit que si on n'avait ni l'envie ni les capacités de le faire, ils n'étaient pas non plus partants pour passer le projet, en fait. Donc ça s'est fait par des tests successifs. Moi, je suis rentré, par exemple, dans l'entreprise en 98 et au départ, j'étais commercial sur le terrain. Hein. C'est vraiment comme les entreprises du Nord, entre guillemets, faites tes preuves sur le terrain, mon fils, mon neveu, etc. Et petit à petit, moi j'ai pris goût, c'est vraiment un métier qui est effectivement passionnant. Et naturellement, après avoir créé une agence, puis devenu directeur commercial, les choses se sont faites naturellement. Et vous avez pris les commandes véritablement quand avec Jean-Christophe, votre frère? Alors c'était, moi je suis passé directeur général délégué en 2009, qui correspondait à des premiers départs en retraite, mais le vrai démarrage c'était en 2011, où vraiment la fois mon frère Jean-Christophe est devenu directeur général et moi PDG à cette date. Hein. Et la génération précédente, elle disparaît complètement ou elle reste présente à travers peut-être un conseil de surveillance ou Exactement. C'est ça comme tous les ETI de cette taille classique, on est organisé sous forme de conseil de surveillance. Ils sont présents dans le conseil de surveillance et même s'ils veulent nous donner une totale autonomie et c'est pas leur rôle d'intervenir dans le quotidien, eh bien ils sont là parfois quand on leur demande, à la fois pour des conseils ou pour en cas de tempête. Et c'est aussi rassurant pour nos partenaires, pour nos salariés, que ce soit un projet global dans lequel la famille est présente. Et pour répondre plus concrètement à votre question, comment nous on s'est préparé à cette succession, on croit, bien sûr les études sont importantes, mais c'est qu'une seule partie. On croit vraiment à la formation pendant toute la vie. Et moi par exemple, j'ai voulu intégrer tôt le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui m'a apporté énormément dans ma posture de dirigeant en termes de performance globale. Une entreprise, bien sûr, c'est une performance économique, mais c'est aussi des fournisseurs, les salariés, la collectivité locale. Et une fois qu'on a compris ça, on est beaucoup plus fort en tant que dirigeant. Et après, j'ai intégré ensuite l'APM, qui est aussi... Association pour le progrès du management. Exactement. L'idée, c'est de faire progresser le dirigeant. Si le dirigeant progresse, naturellement, l'entreprise y gagne également. Et je trouve beaucoup de plaisir, à la fois dans les événements nationaux, mais à me retrouver avec mon groupe de dirigeants, à lequel on échange beaucoup et on peut vraiment faire progresser nos entreprises. Et l'idée, c'est à chaque rencontre autour d'un expert, qu'est-ce que je vais ramener à la fois pour moi, mais surtout pour mon entreprise, faire grandir l'entreprise. Ouais, vous n'êtes pas le seul, effectivement, à faire une sorte de MBA en leadership, en formation continue, effectivement, au sein du CJD et de l'APM. Voilà, ce sont deux formidables réseaux entrepreneuriaux. Et j'en profite pour effectivement les saluer. Et également, la formation, elle est importante pour le dirigeant, mais aussi pour les salariés. Et dans notre modèle, on veut que chacun, que ce soit notre comité de direction, avec tous les jours on se forme avec eux, mais également l'ensemble des salariés. Et c'est quasiment un salarié sur deux qui va
à se former chaque année. Et on essaye de lancer la formation à la carte où les gens puissent s'inscrire directement sur la formation dont ils veulent suivre. Ça, c'est assez nouveau et ça marche plutôt bien. Oui, on reviendra effectivement sur votre vision, votre approche très particulière du management. Revenons peut-être d'abord au business. Vous êtes effectivement sur ce secteur, vous êtes un apporteur de solutions pour les professionnels effectivement du BTP. C'est un marché très concurrentiel. Vous êtes en gros numéro 3 de votre marché. C'est très difficile, ça bouge beaucoup. C'est un marché qui s'est beaucoup consolidé. Donc ça veut dire qu'il faut cultiver une certaine identité, un facteur de différenciation. J'évoquais tout à l'heure le service, mais détaillons-nous un petit peu, en fin de compte, ce qu'est la marque Salty. Alors, on est effectivement numéro 3 sur notre marché, mais avec beaucoup de modestie, parce que sans citer mes deux concurrents, il y a une énorme différence entre les deux premiers et le troisième, donc on reste modeste. Par contre, nous, on veut donner un service le mieux possible à nos clients, et bien sûr, on a plein de différenciants, mais un des différenciants pour nos clients, c'est l'investissement. Le fait qu'on soit une entreprise familiale, on investit tous les ans, y compris les bonnes comme les mauvaises années, ce qui permet vraiment à chaque fois d'avoir les meilleurs produits pour nos clients. Et on investit pour 3 raisons. La première, c'est forcément on doit réformer du matériel de temps en temps et on veut garder un âge moyen qui soit cohérent. La deuxième, c'est des ouvertures d'agences. Je citais à l'instant Clermont-Ferrand et Bayonne, mais c'était Saint-Étienne l'année dernière. Et la troisième raison, c'est des nouveaux produits par exemple. Et on a lancé depuis 2 ans, par exemple, une activité base vie, location de bungalows pour les chantiers. C'était une nouvelle activité pour nous, donc forcément des investissements importants. Et ça, c'est bénéficier à nos clients d'avoir du bon matériel régulier et dans l'ensemble de nos villes. Alors, vos clients, c'est un secteur qui a énormément souffert ces dernières années. Qui continue de souffrir encore. Qui continue de souffrir encore, effectivement, même si les choses ne sont pas aussi noires que dans les années 2008, 2009, 2010. Comment est-ce qu'on absorbe ça? Comment est-ce qu'on accompagne ses clients? Déjà, comment est-ce qu'on se met à l'abri? Comment est-ce qu'on amortit le choc dans la gestion de sa propre entreprise? Et puis ensuite, comment est-ce qu'on fait preuve d'empathie opérationnelle là, avec ses clients qui souffrent pendant de telles périodes? Alors, ils continuent de souffrir, effectivement, même si ça va mieux en termes d'activité, le niveau de rentabilité de nos clients est toujours très mis à mal. Quand c'était difficile pour nous, les premières variables d'ajustement, c'est nous les loueurs, donc c'était très difficile pour nous. Je dis qu'on a investi tous les ans, y compris pendant la crise, sauf en 2009. En 2009, c'était un blackout total, notamment... Parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de vos clients, j'imagine, qui ont connu des chutes d'activité de 25-40%. C'est assez fréquent dans ces secteurs-là. Chez les constructeurs, certains, c'était des chutes de 70%. C'était vraiment un marché très fortement secoué. Nous, on a courbé les chines. Notre facteur différenciant numéro 1, ce sont les hommes. Donc on a essayé vraiment ensemble de faire front face à la crise. Et donc on a réussi à passer. Mais des tempêtes dans nos métiers, il y en a tous les 10 ans, voire tous les 5 ans, ça a tendance à s'accélérer. Donc on le prend en compte. On fait des choix raisonnables. C'est pour ça qu'on ouvre un nombre raisonnable de nouvelles agences en cas de nouvelles tempêtes. Qu'est-ce que ça change dans de telles périodes où il faut effectivement trouver un équilibre qui est quand même assez délicat entre la gestion à court terme et puis la vision à long terme? Qu'est-ce que ça change d'avoir un ADN d'entreprise familiale? Clairement, ça nous sauve parce que du coup, ça permet de voir sur le plus long terme. Notre capital numéro 1, ce sont les hommes. Je parlais des machines parce que vis-à-vis des clients, on a besoin de nouvelles machines, mais les machines sans les hommes ne servent à rien. Et nous, on pense vraiment que un salarié heureux fait au final un client enchanté. C'est pour ça que je parlais de la formation tout à l'heure, mais on a lancé vraiment une forte démarche d'entreprise vraiment bienveillante et à la fois exigeante, bien sûr, mais surtout bienveillante avec nos équipes, par exemple avec des entretiens plaisir des plaisirs, la semaine du bien-être, la semaine du développement durable, des parrainages, des vies ma vie, des cooptations et beaucoup d'idées qui viennent eux-mêmes des salariés. On veut garder nos talents, on a des gens formidables et on veut avec eux inscrire l'histoire de demain. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes un duo, un binôme à la tête de cette entreprise, vous êtes 2 frères. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas se marcher sur les pieds? Comment est-ce qu'on fait en sorte d'être complémentaires? Comment est-ce que également on réussit à trouver des solutions un peu futées pour gérer les inévitables moments où on n'est pas tout à fait en phase? Jusqu'à présent, ça a été une force pour l'entreprise, à la fois l'aspect familial et la fois d'avoir un binôme. Concrètement, comment on s'organise? Donc Jean-Christophe est le directeur général. Il est, entre guillemets, l'homme support au sens noble du terme. Il est très précis et il apporte beaucoup à l'entreprise de ce point de vue-là. Moi, je suis plus l'homme
terrain, projet, stratégie et l'homme métier entre guillemets. Et grâce à ça, on arrive à pas se marcher dessus et à prendre un grand plaisir à travailler ensemble. Pour moi, c'est vraiment une force. C'est mon plaisir de retrouver mes équipes au boulot, mais également de travailler avec mon frère. Bien sûr, de temps en temps, il y a des moments de tension, d'échange, mais j'estime que c'est plutôt bénéfique pour l'entreprise. Et puis, d'ailleurs, on n'est pas que tous les deux. On a un super comité opérationnel. Et puis, globalement, des équipes qu'on aime beaucoup parce que on les accompagne depuis longtemps et on les forme. Donc, c'est vraiment une équipe. Et quand on n'est pas en phase, est-ce que comme le duo des fondateurs d'Accor, si vous n'arrivez pas à vous mettre justement d'accord sur un projet, eh bien celui-ci ne voit pas le jour, c'est qu'il n'est pas encore mûr? Comment on le gère? Des très gros désaccords, on n'en a vraiment jamais eu aujourd'hui. Probablement qu'on en aura, et c'est normal dans une entreprise avec deux associés. Mais globalement, effectivement, on fait preuve de bonne intelligence. Et puis surtout, je parlais à l'instant de notre comité opérationnel. Ils sont là pour nous aider, nous guider. Et puis globalement, comme on a une vision long terme tous les deux de l'entreprise familiale, très souvent, sur ce fil d'entreprise familiale, de vision long terme, on arrive à trouver des solutions gagnantes pour les équipes. Alors vous l'avez déjà évoqué, on l'a bien perçu à plusieurs reprises. Vous avez un management qui est très tourné et vers les salariés et vers la culture client. Comment ça se diffuse justement, ce souci du client et cette culture du service et de l'interaction avec le client? Comment ça se partage? Beaucoup de formations avec les équipes. On a créé un service 24/24, 7 jours sur 7, pour toujours être capable de répondre à nos clients en toute occasion. C'est effectivement beaucoup d'explications avec les équipes, de comment s'organiser. Peut-être aussi, je pense, un sens de l'urgence, qui aussi est pour nous un facteur différenciant, de faire les choses. C'est pas suffisant d'avoir l'idée, c'est plutôt de la mettre en place, de la mettre en œuvre. C'est là-dessus qu'on fait la différence, je pense. Qu'est-ce qui votre préoccupation du moment, à propos de quoi vous vous dites il va falloir qu'on évolue, ou ça va se transformer, ou le contexte est en train de bouger? Aller plus vite. Ça veut dire quoi, aller plus vite? Parce qu'effectivement, avec cette fameuse accélération des cycles, tout le monde nous le dit dans le business aujourd'hui. Mais concrètement, chez vous, ça veut dire quoi, aller plus vite? Ouvrir davantage d'agences, se rapprocher de nos clients, continuer à leur donner des nouveaux services, des meilleurs services, continuer la digitalisation de l'entreprise, à la fois en interne, pour améliorer les processus pour nos équipes, pour nos clients et pour être plus efficace. C'est aussi bien comprendre les enjeux de demain. Il y a beaucoup de choses qui bougent en dehors de l'entreprise. On parle d'intelligence artificielle. Nombreux sont les domaines dans lesquels on a intérêt à être vigilant. Donc on a mis une veille très forte sur les sujets. Et surtout, on teste un maximum de choses. On va lancer une opération QR Code dans pas très longtemps. Ce sont des petites choses, mais qui, bout à bout, vont vraiment faire des vrais changements. L'international, vous y songez? Alors, c'est dans le projet, on a un projet Salty tout facteur, il y a les fameux 4 piliers, l'homme au cœur de l'entreprise, se développer et entreprendre, être aimé de nos clients et être une entreprise responsable. Donc le défi numéro 8, c'est ouvrir à l'international. Dans la réalité, même si c'est un thème qu'on étudie, on a encore beaucoup de travail sur le marché français. Il y a beaucoup de villes sur lesquelles on doit être présent. Donc même si on est persuadé que l'international est indispensable pour toute entreprise aujourd'hui, on doit aussi être fort dans nos bases et on doit d'abord se développer sur la France. Un mot sur ces réseaux entrepreneuriaux, effectivement, qui vous ont été fort utiles pour votre propre formation. Vous êtes également très, très engagé. On a la chance d'organiser régulièrement des rencontres de dirigeants de TI dans votre région. Vous en êtes des piliers avec votre frère. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous avez déjà largement de quoi vous occuper, vous êtes également l'un et l'autre, vous avez une famille de jeunes enfants. Pourquoi est-ce qu'en plus, il est important, quand on est à la tête d'une entreprise comme celle-ci, de prendre le temps d'aller croiser le fer, confronter son expérience avec celle d'autres dirigeants? Le jour où on pense qu'on a raison sur tout, l'entreprise, on est foutu, une entreprise est foutue. Donc c'est vraiment important en permanence de sortir de l'entreprise. Et ce qu'on le fait, on le demande aussi à nos cadres et à nos équipes. Et par exemple, cette rencontre en particulier permet à chaque fois de rencontrer des grands témoins, des histoires, d'échanger entre dirigeants, de mieux se comprendre. Et le temps qu'on donne, on est largement récompensé en bonnes histoires, en tuyaux, en comment mieux s'organiser. Et donc, de manière générale, j'ai grand plaisir à participer et j'encourage l'ensemble de mes équipes à le faire. Et vous accompagnez également des jeunes entrepreneurs qui sont au tout début du parcours, comme notre prochain invité? Alors, je l'ai fait par le passé dans le cadre de Réseau Entreprendre, où j'avais accompagné un jeune. Et là, pareil, c'est
au départ, on pense donner du temps et finalement, on reçoit beaucoup plus qu'on donne, parce que en traversant les questions, les questionnements de jeunes, d'ailleurs, il n'était pas si jeune que ça, il avait mon âge, la personne en l'occurrence que j'ai accompagnée, je le salue. C'était très profitable aussi pour moi et c'était vraiment un gagnant-gagnant. Voilà, le tout prochain rendez-vous donc de la Salty Story. Des nouvelles agences, une progression, des nouveaux produits, toujours au service de nos clients. D'accord. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Place à la niaque de la semaine. Nous allons accueillir Mathieu Burin, qui est le CEO de Travolib. BFM Business, l'entreprise BFM. La niaque de la semaine. Bonjour Mathieu Burin. Bonjour. Vous êtes le CEO et aussi ingénieur travaux, insiste-t-on chez vous, de Travolib. Alors le métier de cette start-up, c'est de proposer une plateforme de service pour la rénovation de l'habitat, une plateforme destinée aux particuliers. Faites vos travaux les yeux fermés, c'est ce qu'affirme la homepage de votre site. Les bonnes fées, elles, ont apparemment les yeux bien ouverts sur cette société à haut potentiel. Pour preuve, une levée de fonds de 1,8 million d'euros, je crois, il y a quelques temps, auprès notamment d'un certain Xavier Niel. Travolib est aussi lauréat du programme de mentorat du MOVJ, représenté par sa déléguée générale Bénédicte Sanson. Bonjour cher Bénédicte. Bonjour. On reviendra avec vous tout à l'heure justement sur ce fameux mentorat. Mathieu, peut-être pour commencer, comment est-ce qu'on se lance dans une aventure comme celle-ci ? C'est le fait que vous aviez des travaux à réaliser chez vous et que vous ne trouviez pas de solution qui vous a amené à vous lancer dans l'aventure de Travolib ? C'est exactement ça, c'est dire quand on veut faire des travaux de rénovation, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas combien ça va nous coûter et on a juste l'impression qu'on va se faire avoir. Donc du coup on se dit ok, est-ce qu'on est capable de créer une plateforme qui fait tiers de confiance et qui vous accompagne ? Donc oui, le premier utilisateur c'est moi, côté particulier mais aussi côté professionnel, puisque moi en tant qu'ingénieur travaux, j'aurais voulu monter ma propre boîte de rénovation. Mais alors, comment est-ce que, d'une part, vous évoquez une plateforme ? Donc une plateforme, ça suppose de la diversité, donc il faut référencer des professionnels qui peuvent ensuite être des apporteurs de solutions. Comment est-ce qu'on fait ? On prend son bâton de pèlerin, on passe des nuits et des nuits à surfer sur Internet pour essayer de retrouver les bonnes références ? Alors en fait on a un gros processus de sélection, on a plus de 90% des entreprises qui voudraient travailler avec nous, que l'on refuse, parce qu'elles n'ont pas un niveau de qualité satisfaisant. Comment est-ce qu'on évalue cette qualité ? Alors, on a, nous, 3 gros principes. Le premier, c'est de dire avoir une ancienneté suffisante pour prouver sa qualité et son expertise. Donc, c'est à minima 2 ans. En moyenne, c'est 5 ou 6 chez Travolib. C'est être capable de prouver, d'avoir des bonnes références d'anciens chantiers, donc que l'on appelle. Et après, on rencontre l'entrepreneur sur place. Et on demande également les assurances décennales. Voilà, tout ça, c'est être sûr que l'entreprise est de qualité. Alors aujourd'hui, vous avez combien de professionnels effectivement avec lesquels vous êtes ainsi en réseau et géographiquement, quel territoire réussissez-vous à couvrir ? Alors, on est pour l'instant uniquement en Ile-de-France. On vient d'ouvrir en bêta à Lyon et on a plusieurs centaines de professionnels avec lesquels on travaille. Il faut savoir que c'est des chantiers entre 3 000 et 300 000 euros, donc on est sur des gros chantiers et on est capable d'avoir une entreprise qui peut gérer 2-3 chantiers en parallèle. Et vous gagnez votre vie comment ? Alors, comment on gagne notre vie ? En fait, on est... Il ne faut pas oublier tout de même de gagner un peu d'argent au passage. En fait, on est parti du constat, quand vous êtes une entreprise de rénovation, vous avez beaucoup de frais fixes. Donc ça passe par les pages jaunes, un site internet, un logiciel de devis ou de facturation, vous avez un secrétaire pour faire la paperasse administrative, vous avez un commercial pour trouver de nouveaux chantiers. Tout ça sont des frais généraux qui représentent entre 10 et 30%. Nous, comme on prend tout chez Travolib, on est capable de réduire la facture on divise par 4, donc ça fait qu'on se rémunère entre 5 et 10% sur le chantier. Alors, on sait que l'immobilier, c'est une passion française. On sait que la rénovation de l'habitat, c'est aussi une autre passion française. Donc, il y a un marché à potentiel. Tout de même, c'est pas rien que de réussir à boucler une levée de fonds en faisant rentrer un certain Xavier Niel. Comment est-ce que ça s'est fait ? Alors, comment ça s'est fait ? Assez naturellement. On est sur un énorme marché. Il y a plus de 40 milliards qui sont dépensés chaque année par les particuliers. On est dans le métro actuellement et il y a une stat qui est assez forte, c'est qu'il y a un Français sur 2 qui n'est pas satisfait de ses travaux. Et on se dit, voilà, quand vous allez et il y en a voir encore plus qui ne sont pas satisfaits de leur maison. Donc, voilà. Et donc, du coup, quand vous allez voir les investisseurs en disant, voilà, on a une solution qui va permettre de simplifier, de sécuriser et d'accompagner le particulier de A à Z, et qui est en fait les travaux et le BTP, c'est quand même le dernier secteur qui a le moins évolué et qui est le moins digitalisé. Donc, quand vous dites, on a une palette de services qui permettent d'accompagner et de sécuriser, forcément, ça a un peu intéressé des personnes. Alors, l'équipe de Travolib aujourd'hui, c'est qui ?
Alors, c'est une équipe très complémentaire entre une expertise travaux, donc que je représente et maintenant qui a été étoffée. Il y a d'autres ingénieurs travaux. Ouais, Vous êtes ingénieur travaux en chef, d'accord, on a compris. Il y a plein d'ingénieurs travaux et plein de personnes très techniques qui ont de l'expérience et qu'il y en a aussi pas mal qui ont bossé dans des boîtes de BTP. Et en parallèle de ça, il y a aussi une expertise web. Donc le but, c'est de dire on prend le meilleur du web et des travaux de l'expertise métier et on met tout ça dans une seule plateforme, Travolib. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, vous faites partie du réseau Mouv'J, vous avez bénéficié de ce mentorat. Je me tourne vers vous, Bénédicte Sanson. Rappelez-nous ce que c'est justement ce fameux mentorat que vous proposez à des adhérents comme Mathieu. Donc, le principe du mentorat, c'est un entrepreneur expérimenté qui va accompagner un entrepreneur débutant pour l'aider à grandir sur sa posture d'entrepreneur, sur son savoir-être d'entrepreneur. Donc ce ne sont pas de conseils, c'est du partage d'expérience, du questionnement pour l'aider à construire sa vision et à savoir comment aller vers l'entreprise qui lui correspond. Donc, ce sont des parties de ping-pong régulières sur les sujets de préoccupation du moment. Ce sont des parties de ping-pong régulières. C'est surtout un accompagnement sur le long terme. Les entrepreneurs, donc le binôme se voit une fois par an sur une durée au minimum de 12 mois. Le temps déjà de construire la confiance. Il faut que le jeune qui débute accepte de tout dire. Il faut que celui qui reçoit accepte de voir la voie, la voie qu'a choisie le jeune, qui ne serait pas forcément celle que lui, en tant qu'expérimenté, il aurait choisie, et qui l'aide à identifier les écueils qui peuvent se trouver sur la route et apporter ses propres réponses. Qu'est-ce que ça change, Mathieu, ces échanges, quand on est comme vous, un dirigeant d'une start-up qui est en pleine phase d'accélération ? Alors moi je vais parler un petit peu de mon histoire. Donc c'est Gérard qui nous accompagne, il a un petit peu plus de 70 ans. Et moi j'ai toujours été vraiment bouche bée de la qualité et de la rigueur d'esprit qu'il est capable d'avoir. Parce qu'en fait on se rend compte que les problématiques business des entreprises il y a 10, 15, 20 ans sont exactement les mêmes que les nôtres. Après, alors nous on est sur le modèle digital, donc il y a énormément de tech, d'outils qui vont beaucoup plus vite que ce qu'il y avait avant, mais les problématiques de croissance, d'expansion géographique, de gestion des hommes, de culture d'entreprise, tout ça c'est hyper intéressant d'être challengé et d'être accompagné là-dessus. Et vous avez un cas très particulier, très précis justement, où cet échange vous a facilité la vie ou sauvé la mise même carrément ? En fait, je pense que c'est pas un déclic, c'est plus vous avez besoin de conseils, à un moment à 22h vous êtes capable d'appeler quelqu'un et disant qu'est-ce que t'en penses, je suis un peu embêté et ça m'embête. Est-ce que tu penserais qu'il faudrait plutôt faire ça ou ça et comment on va choisir la meilleure solution. Voilà, c'est ça factuellement le gros avantage. Comme le dirait la chanson, c'est non Jeff, t'es pas tout seul, c'est ça un peu ? Alors j'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi, donc en fait on n'est jamais tout seul et on partage beaucoup de choses, mais avoir quelqu'un qui est tiers de l'entreprise mais qui a aussi une super expérience, ça est toujours hyper bénéfique. En 10 secondes, le prochain défi, c'est quoi ? En 10 secondes, c'est ouvrir toute la France sous les 12-18 prochains mois et faire beaucoup plus de travaux. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Alors merci Mathieu. Alors comme nous sommes sur BFM Business, je ne peux pas manquer de signaler aussi que vous êtes issu des castings de la BFM Academy. On verra le lundi 22 à 20h comment vous vous en sortez et si vous êtes sélectionné pour la finale. Bon vent. On marque une pause, chers amis, et on se retrouve dans quelques instants sur BFM Business pour Entreprise et Capital. Restez avec nous. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.